Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et je poursuis encore sur l'année 2007. Vous connaissez beaucoup la chanson et que je ne m'arrête pas du tout tant que je continue. Et sans trop tarder, je vous montre directement le pay-per-view suivant. Que apparemment c'est le plus pire à côté de December to Dismember, selon EG13105, donc l'ancien youtubeur qui faisait beaucoup de reviews. Et avant, c'était aussi Anthony Swizzler qui faisait pas mal, en tout cas. Il était doué pour ça. Même si je suis loin d'avoir le niveau d'Anthony Swizzler et de EG13105. Il y en a qui me contrediront que non, j'ai le niveau pour ça, mais pas toujours. Parce que des fois, je me dis que je suis moins bon que ces gars-là. Il y a aussi Tannen 13 de temps en temps qui faisait ça. Mais pas beaucoup. Même Falker, sans trop tarder, je vous le montre directement. Unforgiven 2007, avec les 3 rosters, justement, et l'Undertaker en cover. Alors, quand j'ai vu dans la vidéo de EG13105 qui disait que ce pay-per-view était une horreur, je me rappelle quand j'étais gamin, je me rappelle vraiment bien, je me souciais pas de la qualité des matchs. Ouais, je me souciais pas de ça, même pas entre le main event, sous-main event entre Orton et Cena. Donc j'avais un avis différent, mais que après je me suis dit en regardant, parce que oui, je l'avais acheté récemment pour me rappeler des souvenirs sur ça. C'est vrai que c'est pas non plus du grand art, c'est pas non plus du top. Et que le main event était un petit peu critiquable, car ça mérite même pas d'être là. Donc ça, un point noté, je suis d'accord entre guillemets avec lui. Mais pour moi, on va dire December to Dismember, c'était une catastrophe. Et que Unforgiven, je crois que c'est un show, on va dire, un petit peu catastrophique, mais assumé, je pense. Donc voilà, je pense pas, non, j'ai pas la liste sous les yeux, désolé, mais je n'ai que ça. Et que tous les matchs sont notés là. Et que c'est vrai que ça... Ils ont voulu faire pour le retour d'Untaker en main event, mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils l'ont mis, car je pense que ça aurait pu être décalé là. Vous avez compris. Donc selon lui, ce pay-per-view est tout simplement dégueulasse. Après, c'est son avis, hein, et que tout ce qu'il disait, c'était subjectif pour lui. Par exemple, le coffret de l'Undertaker Deadless Matchust. Il y en a qui diront que c'est le pire, mais moi j'avais un avis différent. Comme le DVD 15-0, c'est vrai que c'était, on va dire, n'importe quoi, qu'ils ont fait, on va dire, des matchs pas en entier. Et que pour le Big Show, il n'aimait pas parce qu'il déteste tout ce qui est géant. Bon, oui, il déteste tout ce qui est géant. Mais tu peux pas détester l'homme. Si c'est un bon type, ça va. Si c'est un mauvais mec, tu te dis, c'est vrai que c'est un connard. Et pareil pour Batista, on va dire, il avait dit que c'était le moins pire, mais que la plupart des matchs étaient moins intéressantes et qu'il ne comprenait pas l'intérêt de ce DVD. Mais après, je ne suis pas là pour corriger ses erreurs, hein. Je ne suis pas là pour ça. Il a son avis, j'ai mon avis, vous avez votre avis. On est tous humains, on a tous des petits défauts, on a tous des idées, et des choses qui nous viennent par la tête. Je sais pas s'il y a un match bonus, mais en tout cas, je sais bien qu'il y a un petit match bonus. Kane contre Kenny Dextra. C'est Kane qui bat Kenny Dextra facilement qu'à ShopSlam. Donc ce match-là, 2,90. Il est loin d'être top. Et que là, c'était pour le championnat de la ECW. CM Punk contre Elijah Burke. Donc il était bon. Et que si je vois bien l'historie, CM Punk a battu John Morrison pour le titre lors d'un épisode de la ECW. Il est présent dans Rockstar de John Morrison et dans Best in the World de CM Punk.
Donc je me rappelle qu'il le battait. Et que cette fois-ci, est-ce qu'il peut battre Elijah Burke, vu comment il est le favori du public? Et que je me rappelle, parce que en fait, si vous voulez, ce pay-per-view Unforgiven, je ne l'ai pas eu en DVD comme ça, mais je l'ai eu en DVD avec un SmackDown versus Raw 2011. Donc à l'époque, j'avais que ça. Avec comme affiche Undertaker, et qu'il fallait incarner Undertaker version Ministre des Ténèbres. Donc Ministry of Darkness, si vous préférez. Et que concernant ce match-là, il était pas mal entre Punk et Elijah Burke. Et que je me rappelle que Elijah Burke essaie de faire soumettre CM Punk, mais CM Punk il trouve quand même la solution et il entamine avec un JTS, si je crois bien. Donc il bat Elijah Burke. Ce match-là, 3,5. Voilà, 3,5. Pas ça, pas ça, pas ça. Ah là, match pour le championnat par équipe de SmackDown. Ouais, du côté de SmackDown. Matt Hardy et Mantle Vanterius Porter MVP. Voilà. Contre Deuce and Domino, accompagné par Sherry. Je ne l'ai pas trouvé si naze que ça. Je me suis bien marré entre Matt Hardy et MVP. Surtout la façon comment ils se chamaillent comme des jeunes. Ouais, ça je me rappelle qu'ils passaient leur temps à se chamailler et que c'était fun. Pour moi, j'ai trouvé ça fun. Comme dirait l'ancien. Même si le match est loin d'être parfait, mais il est loin d'être très 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 mauvais. Donc ça se voit que les quatre, ils donnent leur maximum minimum de faire du bon catch. Peu importe un show qui est moyen. Je le reconnais, il était moyen. Donc c'est pas, on va dire, le show le plus en dessous, mais ce n'est pas aussi un show le plus au-dessus. Et que du coup, c'est Matt Hardy qui gagne, alors que MVP, lui, faisait sa descente du coude en faisant son fameux bowling, alors qu'il n'avait même pas remarqué qu'il y avait changement, et que Matt Hardy renvoie MVP à l'extérieur, et ça entamine avec un twist of fate. Et c'est Matt Hardy qui remporte le match. Et que j'aime bien, il prend la ceinture de MVP comme s'il lui appartenait. Et qu'après, il lui a donné gentiment, en disant « Tiens, champion, maintenant tu es mon collègue par équipe. » Ce match-là, 3,20. Ensuite, Triple H contre Carlito. Alors, la stipulation était différente. C'était un match sans disqualification pour Carlito. Et que... et que Triple H n'a pas le droit d'utiliser des objets. Donc il n'a pas le droit de faire appel à sa meilleure amie qui a la massue. Il n'a pas le droit d'utiliser tout ce qu'il a sous la main. Donc ils ont légitimisé pour Carlito. Donc c'est que lui qui utilise des armes. Que lui. Et que je me rappelle qu'il avait pris un câble pour essayer d'étouffer Triple H. Il avait même pris une cloche. Il avait pris une chaise. Il a failli prendre le téléviseur des commentateurs, mais sans succès. Mais en tout cas, c'était que lui qui était légitime à prendre des armes, surtout en amenant de la magnésie, en le mettant dans les yeux de Triple H. Et que Triple H, vu comment il ne voyait pas du tout, eh ben, il aura quand même réussi à mettre Carlito à terre. Malgré les yeux en moins, à mon avis, il a dû s'essuyer les yeux pour mieux avoir une vue bien claire. Et que c'est là où il termine avec un pedigree. Donc c'est victoire de Triple H. Et après, ben, il se rince les yeux avant de célébrer sa victoire. Et que ce match-là, pareil, un 3,5. Ensuite, Candice Michel contre Beth Phoenix. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah, il est là.
Pourquoi je cherche plus loin? Quel imbécile je suis. Un match qui n'était pas non plus du top, mais que ça permet à Beth Phoenix de monter en puissance et peut-être détrôner Candice Michel. Donc forcément que le match n'est pas, on va dire, de très haute volée, vu comment c'est un côté moyen. Et que Candice, là cette fois-ci, elle a un peu évolué son catch. Malgré qu'elle n'est pas, on va dire, une grande technicienne des rings. On va dire c'est plutôt une showgirl. Ou une showwoman, si vous préférez. Et que Beth Phoenix, elle, c'est plus de la brutalité, de la technique. Et de la puissance, parce que c'est vrai que c'est une femme puissante, Beth Phoenix. Et que c'était ses tout débuts en 2007, Beth Phoenix. Et qu'elle s'est déjà fait un personnage, hein, The Glamazone. Donc, elle s'est déjà créé un personnage qui est propre à elle. Et que je pensais que ce serait son heure, mais faut pas déconner. Certes, c'est encore une nouvelle dans ce milieu. Ou peut-être une ancienne, qui sait, je ne sais pas plus, mais en tout cas, elle fait ses tout débuts fraîchement. Et que elle se fait battre par Candice Michel, qui a là, soi-disant, plus d'expérience que Beth Phoenix. Alors que pour moi, je vois que Beth Phoenix, elle catch quand même mieux que Candice Michel. Donc ce match-là, 3,20. Voilà, 3,20. Et c'est victoire de Candice Michel. J'espère que je vais avoir terminé sans être essoufflé à point. Parce que c'est vrai, quand je suis essoufflé et quand je n'articule pas bien, j'ai besoin de m'hydratation. Donc maintenant, match triple menace pour le championnat du monde poids lourd. Là, est-ce que Batista a sa chance? Possible. Est-ce que Rey Mysterio, possiblement, même s'il n'est pas favori? Est-ce que c'est la descente aux enfers de Great Khali? Oui. En tant que champion, hein, vu comment il n'aura pas détenu un très long règne, et que son règne est horrible, honnêtement. Il aura beau être champion du monde, mais règne absolument à vomir. Et que Rey Mysterio faisait petite promo cam, version cam, pour version, on va dire, magazine de WWE, en disant que certes, il n'a pas toujours été le favori, et pourtant, il avait réussi un premier temps à créer l'exploit, comme à WrestleMania 22 en 2006. Il dit qu'il avait choqué le monde, mais il pourrait le refaire. Malheureusement pour Mysterio, son heure de gloire n'arrivera pas du tout, car c'est l'heure de gloire de Batista. Il y a peu de spécial dans ce match, et que Khali, malgré qu'il détruit ses adversaires, ben, il se défend pas mal, mais après, il se fait dominer par Batista. Vu comment c'est le seul homme fort à mettre à mal Khali. Et oui, Khali est aussi un homme fort et qui peut mettre à mal tout le monde de manière tranquillement, sans aucune difficulté. Et que je me rappelle que Rey Mysterio faisait un springboard, mais que Batista le contre en plein vol. Il fait un Batista bomb sur le Great Khali, et du coup ça permet à Batista d'enchaîner avec son running power slam sur Great Khali, parce que oui, faire un Batista bomb sur un géant, ce serait, comme on dit, ça serait des couilles. En fait, quand je dis c'est des couilles, ça veut dire que c'est une blague, que c'était pas vrai. Donc c'est pas possible de faire ça sur Khali. Même si Kevin Nash avait réussi à faire un Jackknife Powerbomb sur Big Show, mais ce dernier s'était brisé la nuque. Donc oui, ça je me rends compte de ça. Donc c'est victoire de Batista. Ce match-là, allez, 3,40. C'était le seul bon match. Je continue cette fois-ci. Lance Cade et Trevor Murdoch contre Paul London et Brian Kendrick. Ils veulent récupérer leur titre, et c'était le titre du côté de Raw, même s'ils l'ont jamais remporté, mais peu importe. Lance Cade et Trevor Murdoch, ils vont pas se laisser faire face aux deux petits jeunes, voltigeants, techniquement supérieurs, même si Lance Cade et Trevor Murdoch, ils savent être vétérans manière à l'ancienne, parce que oui, beaucoup de catcheurs travaillent de manière à l'ancienne.
Et que si j'ai bien remarqué, on voit bien deux élèves de Shawn Michaels. Hein. Donc Brian Kendrick et Lance Cade sont les anciens élèves de Shawn Michaels. Et je crois bien que Lance Cade a quitté trop tôt ce monde, je crois. Parce que je sais bien qu'on ne le voit pas catcher, ça veut dire qu'il a peut-être... Enfin, je parle pas de malheur, hein, je veux pas parler de malheur à ce point, mais c'est pour ça qu'on n'entend plus parler de lui. Il a que Trevor Murdoch qui catch toujours du côté de la NWA. Donc, oui, le côté ancien, ça le représente. Et que c'est eux qui battent Paul London et Brian Kendrick. Donc ce match-là, 3,5 aussi. Ensuite, Randy Orton contre John Cena. Match sans aucune disqualification. Pour le titre de la WWE. Donc celle-là. Alors il y avait une histoire. Comme quoi Randy Orton avait agressé le père de agressé le père de John Cena. Et pas Randy Orton qui a agressé son propre papa. Même s'il a déjà fait un RKO, possiblement. Mais c'est bien le père de John Cena qui l'a bien agressé. Donc il a fait comme Edge, Randy Orton. Mais sauf que Edge lui a donné une gifle. Tandis que Randy Orton, lui, il a passé le stade. Lui, il a fait un pun kick dans la tête de John Cena. Alors que Randy Orton alors que Randy Orton commençait à devenir un prédateur. Et que John Cena s'inquiétait de l'état physique de son père. Donc il s'inquiétait fortement de son papa. Et qu'il a été transporté à l'hôpital. Et que Vince McMahon et William Regal ils conspuaient à John Cena comme quoi ils n'étaient pas au courant que ça allait arriver. Donc en gros, ils l'ont défendu Orton. Ils l'ont vraiment défendu surtout. Et du coup, John Cena, il a eu les nerfs. Il a fait un STFU sur William Regal. Et qu'après, il y avait même le coach qu'il prenait en part pour ce genre d'acte. Et que John Cena dit qu'il va anéantir Orton pour ce qu'il a fait à son père. Et que du coup, le père de John Cena était présent. Et que, est-ce que Randy Orton pourra le retenter? Je vais vous dire honnêtement, oui. Il va vraiment le tenter, ce coup-là. Mais il n'aura pas réussi son coup. Et que John Cena, j'ai remarqué que il n'était pas là pour gagner. Mais il était là pour détruire Orton. J'ai remarqué ça tout de suite directement. Vu comment c'était ça, la rivalité. Et si je crois bien, Randy Orton en reptile qu'il est, ben, il tente de faire intimidation et d'engrainer John Cena. Même si on sait qu'ils sont amis dans la vraie vie, mais bon. Ils nous ont su raconter une histoire, même s'il y en a qui trouveraient ça bof. J'en vois certains qui disent que ouais, Cena Orton, c'est loin d'être la perfection. Et c'est rare quand c'est du beau catch. Oui, c'est tellement rare. Mais que là, ils ont tenté quelque chose qui peut être surprenant. Donc c'est là où John Cena, il tabasse Orton dans le coin sans s'arrêter. Et du coup, l'arbitre, il le disqualifie, John Cena, parce qu'il ne s'est pas arrêté à cogner Orton. Et c'est là où Randy Orton, il trouve un moyen, je crois, qui donne un coup bas à Cena, je pense. Donc il se réfugie à l'extérieur. Et il voit que John Cena Senior est là. Donc il va retenter son coup. Donc il le fait balancer par-dessus la barrière. Il veut tenter son pun kick, mais John Cena l'arrête en faisant un spear, en le démontant, en le tabassant. Et qu'après, John Cena était en position du STFU. Donc il fait son STF. Et il dit à son père, dégomme-lui ce fils de la plage. Donc en faisant un pun kick. Et du coup, ben, Monsieur Cena a réussi son coup. Je me rappelle, quand j'étais gamin, j'étais, on va dire, un peu des deux. Parce que j'adorais John Cena. Parce que oui, c'était le catcheur le plus populaire et un de mes héros d'enfance.
Et que Orton, malgré que c'était un heel, il était bon quand même dans ce rôle. Vraiment très bon. Et que là, faire ce genre de acte, je me suis dit, il dépasse les bornes. C'est pas possible. Il va pas recommencer. Eh bien si, il a voulu recommencer. Et qu'on va dire, c'est une fierté pour la famille Cena, pour éviter qu'ils se fassent trop longtemps passer pour des abrutis. Et qu'ils ont bien réagi. Et que c'est là où je crois, où John Cena Senior, donc le papa de John Cena, va avoir une dispute avec Jonathan Coachman, que Jonathan Coachman disait pour qui tu te prends à attaquer les catcheurs comme ça? Tu sais bien que t'es pas un lutteur et tout ça aura des conséquences. Et que John Cena arrive en disant quoi? Des conséquences? Déjà, pourquoi tu veux mener un coup de pression à mon père? Hein? Ça fait qu'il avait été agressé il y a 2 ou 3 semaines, je crois qu'il disait ça. Et que se faire, on va dire, malmener sans lever le petit doigt, c'est quelque chose d'assez odieuse. Et qu'après, il prend Coachman en étant énervé, John Cena en disant « Regarde ce collier militaire, regarde bien. Pour ça, ça veut tout dire pour moi. Alors si tu t'en prends à lui, t'as qu'à t'en prendre à moi. » Donc c'est ce qu'il a dit John Cena à Jonathan Coachman. Parce que pour lui, il veut pas qu'on tabasse son père. Surtout quand c'est des catcheurs. Même si, je me rappelle dans les meilleures des 5 questions, il faisait une vanne dessus en disant « Ce fils de la plage s'est fait éclater en se prenant une grosse gifle par Edge. » Donc il a fait de l'humour, hein, donc c'est que de l'humour là-dessus. Et que je pense que cette storyline avait forcément de potentiel. Surtout en mettant Orton sur un pied de pur heel par excellence. Voilà. Ce match-là, allez, 3,40 malgré tout. Et ce match-là, moyen, donc c'est le retour du Taker. Il veut se venger de Mark Henry sur l'agression qu'il y a eu lors d'un match en cage face à Batista. Et c'était ce jour-là où Edge avait caché sa mallette. Donc il décide de s'en prendre à Mark Henry, vu comment c'est lui qui lui a purement brisé, purement simplement. Est-ce qu'ils vont faire mieux qu'à WrestleMania 22? Je n'en pense pas, vu comment c'est les deux exactement similaires. Donc l'Undertaker, il a qu'une seule idée en tête, en finir avec Mark Henry. Donc il veut en finir définitivement. Il l'aura fait en tout cas, mais il n'aura pas réussi avec un Tombstone Piledriver. Il aura réussi avec son Last Ride Powerbomb. Donc il bat Mark Henry avec un Last Ride Powerbomb. Et ce match-là, 3,5. 3,5, malgré que c'est pas, on va dire, du top. Et que après l'Undertaker, ben, il vise plus gros, il vise pour le titre du monde poids lourd. Donc voilà, vous avez au moins compris ce que j'ai dit. Et j'espère que tout ce que j'ai résumé vous aura plu et aura été utile. Donc les matchs, les bonus, les saignements ensemble, 3,50. Voilà, je vous mets ça. Et que cette review, j'espère qu'il aura plu ou pas du tout, ça dépend de vos goûts. Si ça vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.